Au cœur de Londres, dans les salles fraîches du British Museum, empreintes d'odeurs de vieux papiers, de produits chimiques et de poussières séculaires, se trouve la plus grande, la plus complexe et peut-être la plus effrayante énigme non résolue de l'histoire de l'humanité. Ce n'est pas l'or des Incas que les conquistadors ont chassé. Ce ne sont pas les trésors maudits des pharaons protégés par des sortilèges mystiques. Ce sont 130 000 morceaux d'argile. À première vue, pour un passant non préparé, cela ressemble à des débris de construction ordinaires. Une pile de tessons gris-roux brûlés par d'anciens feux couverts de signes étranges semblables à des traces chaotiques d'oiseaux. Mais ce sont les disques durs du monde ancien. C'est la bibliothèque du roi Assurbanipal, un homme qui valorisait le savoir plus que l'or. Ce sont les archives de l'État de Babylone, de Ninivdour et de Nippur. C'est le berceau de notre civilisation brisée par le marteau impitoyable du temps et de la guerre en millions de morceaux. Nous avons l'habitude de penser que nous connaissons l'histoire de la Mésopotamie. Nous avons entendu parler des jardins suspendus de Sémiramis, des lois sévères de Hammurabi, gravées sur le diorité noir de la tour de Babel qui osa toucher le ciel. Mais la vérité est froide, implacable et désenchantée, nous ne savons presque rien. 90% de ces tablettes sont restées non lues pendant un siècle et demi depuis leur découverte au XIXe siècle. Avant de passer à la partie principale, nous aimerions vous demander un petit soutien. Un like et un abonnement seraient la meilleure des gratifications. Merci. L'écriture cunéiforme est un système d'écriture cauchemardesque par sa complexité. Ce n'est pas un alphabet comme celui auquel nous sommes habitués. Ce sont des centaines de signes où un même symbole peut signifier un son, une syllabe, un mot entier, le nom d'un dieu, ou même un concept abstrait selon le contexte. Et lorsque ce signe est brisé, effacé par l'érosion ou ébréché, la tâche devient non seulement difficile, mais impossible. Même le meilleur linguiste du monde pourrait mettre un an de travail minutieux pour restaurer, nettoyer et traduire une tablette de taille moyenne. Pour lire tout ce qui se trouve dans ces boîtes, l'humanité aurait besoin de centaines d'années de travail continu, sans sommeil ni repos. L'histoire est restée silencieuse. Nous regardions ces morceaux d'argile et ne voyions que le chaos et le silence. Mais il y a 6 mois, les règles du jeu ont changé pour toujours. Dans ce monde poussiéreux, lent et académique est entré un esprit nouveau, étranger et absolument froid. L'intelligence artificielle. Un groupe de scientifiques de l'Institut d'Assyriologie de l'Université Ludwig Maximilian à Munich, en collaboration avec des collègues d'Israël, a lancé un projet qui semblait hier encore de la science-fiction. Ils ont numérisé des dizaines de milliers de fragments illisibles, créant leur modèle 3D exact. Ils ont créé un réseau neuronal entraîné sur toutes les langues anciennes connues, akkadienne, sumérien, élamite, hittite. Et ils ont donné à la machine une tâche impossible pour un cerveau biologique, trouver l'ordre dans le chaos absolu. Et la machine a commencé à parler. Dans le silence complet de la salle des serveurs climatisés, l'algorithme a commencé à faire ce qu'aucun humain n'avait pu faire en 100 ans. Il a commencé à faire tourner virtuellement les modèles 3D des fragments dans le cyberespace, les associant non seulement par le texte, mais aussi par la géométrie unique de la casse, par la composition chimique de l'argile, par la pression microscopique du stylet unique, comme une empreinte digitale. Il a commencé à relier des fragments qui avaient été séparés il y a 3000 ans lorsque les murs des palais en flammes se sont effondrés. Un morceau se trouvait dans un musée à Londres, un autre dans les réserves de Bagdad, un troisième dans une collection privée à New York. Et il les a vus tous en même temps. Et ce qu'il a lu a plongé le monde académique dans un état de choc profond et accablant. Ce n'était pas juste des rapports secs sur des impôts ou des listes de sacs de grains comme le craignaient de nombreux sceptiques. C'était la voix vivante et pulsante d'un monde perdu qui a soudainement crié depuis le néant. L'intelligence artificielle a restauré des textes qui changent fondamentalement notre compréhension de la religion, de la médecine, de la politique, de l'économie, et même de la nature même de la cruauté humaine. Nous avons ouvert la boîte noire d'une civilisation qui a péri dans les flammes, et l'enregistrement dans cette boîte sonne étrangement moderne comme s'il avait été fait hier. Pour comprendre pourquoi cette découverte est si sensationnelle, il faut plonger profondément dans la technologie qui l'a rendue possible. Le projet a été nommé Fragment. Imaginez un puzzle de millions de pièces représentant une peinture d'un artiste que vous ne connaissez pas. Et maintenant imaginez que la moitié des pièces a des bords usés et que la boîte avec l'image de référence a été perdue il y a 2000 ans. Et certaines pièces proviennent même d'un autre puzzle tombé dans la boîte par accident. Une personne prend un morceau, le regarde à la loupe et essaie de se souvenir si elle a vu un éclat similaire dans un autre livre ou un autre musée il y a 10 ans. C'est une impasse. C'est un travail pour des siècles. L'intelligence artificielle fonctionne différemment. Elle ne se souvient pas. Elle voit tout en même temps
et partout. L'algorithme analyse non seulement les signes, il analyse le style. Il peut distinguer l'écriture d'un élève nerveux frappé avec une baguette pour ses erreurs de la main calligraphique confiante d'un scribe de la cour du roi Nabuchodonosor. Il voit des fissures microscopiques invisibles à l'œil nu. Il utilise la saisie prédictive, une technologie similaire au T9 sur votre smartphone, mais adaptée aux langues mortes. Il prédit quels mots doivent être dans les espaces en se basant sur une analyse statistique de milliers d'autres textes et sur le contexte de l'époque. Lorsque les premiers résultats sont apparus sur les écrans des moniteurs, les scientifiques n'ont pas cru leurs yeux. La machine a commencé à produire des paragraphes entiers de textes cohérents, significatifs et poétiques, là où il n'y avait auparavant que des syllabes éparses et de la poussière sale. Et la première chose qu'elle a révélée était le côté sombre et absolument rationnel de la science ancienne que nous avons par ignorance pris pour de la magie primitive. Parmi les milliers de fragments restaurés, l'IA a rassemblé avec une précision troublante une gigantesque série de tablettes connues sous le nom de Enuma Anu Enlil. Pendant longtemps, les historiens ont considéré cela comme un recueil primitif de superstitions et de croyances populaires. Si un corbeau croit à sa droite, attends-toi à de la pluie. Mais lorsque l'IA a comblé les lacunes, restauré la chronologie et la structure, une image de statistique colossale et troublante s'est ouverte devant nous. Les Babyloniens étaient obsédés par le ciel, mais ils regardaient les étoiles, non pas avec l'admiration romantique des poètes, mais avec l'horreur pragmatique des analystes. Ils croyaient que les cieux étaient un écran géant, un moniteur sur lequel les dieux écrivaient des jugements sur les États et les rois. Et pour déchiffrer ces jugements, ils ont créé le premier système de big data de l'histoire de l'humanité. Les textes restaurés montrent qu'ils menaient des observations continues chaque nuit des mouvements des planètes, des éclipses lunaires, de l'activité solaire, de la couverture nuageuse et de la météo pendant 700 ans. Chaque jour, chaque nuit. Sans pause pour les guerres, la peste et la famine. Dans des tours spéciales appelées ziggourats, des équipes de prêtres astronomes étaient de service. Si Mars se trouvait dans la constellation du Scorpion, si la Lune était rouge comme du cuivre, et si le vent soufflait de l'ouest et ensuite l'IA a restauré le lien avec des événements historiques et réels, alors le roi d'Akkad mourra, et un ennemi viendra de l'est et il y aura famine pendant 3 ans. Ce n'est pas de la mystique, c'est de l'empirisme, c'est la recherche de corrélation. Ils essayaient de trouver un lien mathématique rigide entre le cosmos et le chaos sur Terre. Et le plus terrifiant, l'IA a aidé à dater certaines de ses prédictions avec une précision au jour près. Il s'est avéré que les prêtres babyloniens avaient prédit avec une précision mathématique la chute de leur propre empire. Dans l'une des tablettes restaurées, une éclipse lunaire est décrite en détail, qui devait être le présage de la fin de la dynastie. La modélisation informatique du ciel étoilé a montré que cette éclipse s'est effectivement produite juste avant l'invasion des troupes perses de Cyrus le Grand. Le texte décrit la panique au palais. Les rituels du roi de substitution lorsque l'on plaçait un roturier sur le trône pour tromper le destin, tandis que le véritable roi était caché. Des sacrifices massifs. Mais l'algorithme céleste était implacable. Il savait qu'ils étaient condamnés. Ils ont enregistré leur mort avant qu'elle ne se produise. C'est une chronique de fatalisme qui glace le sang. Ils voyaient l'approche de la fin du monde dans le mouvement des planètes, comprenant qu'ils ne pouvaient rien y faire. Mais si l'astronomie était le domaine de prêtres élus et de l'élite, l'IA nous a également ouvert les voies des gens ordinaires, des voies qui s'élèvent des profondeurs de l'enfer, de la guerre et du siège. Nous avons toujours su, grâce à des manuels d'histoire secs, que l'Empire assyrien, cette machine de guerre impitoyable de l'Antiquité, est tombé sous les coups de la coalition babylonienne et Mède à la fin du 7e siècle avant notre ère. Nous avons vu des bas-reliefs royaux héroïques avec des tours de siège et des archers. Mais nous ne savions pas ce qui se passait à l'intérieur des villes assiégées derrière de lourdes murailles dans les derniers jours et heures avant l'assaut. L'IA a restauré un archive unique de lettres privées provenant d'une ville qui se préparait à la mort. Ce ne sont pas des chroniques officielles des vainqueurs qui mentent toujours. Ce sont des notes de personnes désespérées, écrites sur des morceaux d'argile par une main tremblante. Peut-être à la lumière d'une huile vacillante. « Je t'écris, mon Seigneur, qu'il n'y a plus de grains dans les entrepôts, nous avons mangé tous les ânes. Les gens mangent la peau de leurs sandales et font bouillir des courroies. La garde sur les murs s'effondre de faiblesse. Mais nous n'avons pas peur de l'ennemi derrière le mur. Nous avons peur des nôtres. » Les Tétadémons révèlent une vérité terrible et peu flatteuse sur les derniers jours du Grand Empire. Il se dévorait lui-même.
Et ils ont déchiffré les ordres de la police secrète pour rechercher des ennemis internes, pour les dénonciations de voisins sur leurs voisins, pour un morceau de pain, pour les exécutions publiques des paniqués sur les places de la ville. Pendant que l'ennemi brisait les portes avec de lourds béliers, l'élite de la ville était occupée à redistribuer les maigres ressources restantes. Un fragment assemblé par l'algorithme à partir de 6 morceaux différents trouvés dans différentes parties de l'entrepôt décrit une scène déchirante. Un riche marchand essaie de soudoyer le général de la garnison pour faire sortir sa famille de la ville par un tunnel d'égout secret. Il offre tout son or, ses tissus et ses esclaves. La réponse du général n'a pas été conservée, mais nous connaissons le résultat historique. La ville a été prise d'assaut et brûlée jusqu'au sol et personne ne s'est échappé. Ces tablettes témoignent de la décomposition morale qui précède toujours la destruction physique de tout État. C'est un avertissement transmis à travers les millénaires. Un empire meurt de l'intérieur bien avant que ses murs ne s'effondrent. Peut-être la découverte la plus frappante que l'IA a confirmée, précisée et incroyablement détaillée est l'histoire du grand déluge. Nous connaissons tous l'histoire biblique de Noé. Nous connaissons l'épopée sumérienne de Gilgamesh et d'Utnapishtim. Mais l'IA a rassemblé des fragments d'une version plus ancienne et technique, l'épopée d'Abatarahasis, la soi-disant tablette de l'archer. Et les détails qui se sont révélés dans ce texte choquent les architectes navals et les ingénieurs modernes. Dans la Bible et sur les images pour enfants, l'arche est un long navire avec une proue, une quille et une poupe, ressemblant à un paquebot océanique. Mais dans le texte babylonien restauré analysé par l'IA, l'arche est décrite tout autrement. Elle était ronde. C'était un gigantesque panier rond, un coracle tressé de roseaux épais et de fibres de palmier renforcés par des nervures en bois et recouverts d'une épaisse couche de bitume naturel pour l'étanchéité. Que sa longueur soit égale à sa largeur, dit le texte. Et il a restauré des instructions précises de construction qui étaient auparavant illisibles. La quantité de mesure de bitume, la méthode de tressage du cadre, le calcul du déplacement et de la surface intérieure. Pourquoi ronde les ingénieurs en hydrodynamique, ayant passé ce modèle à travers des simulateurs informatiques modernes de tempête, ont été frappés. La forme ronde le coracle est la construction idéale pour simplement rester à flot pendant une tempête chaotique et dévastatrice lorsque les vagues viennent de tous côtés. Il n'a pas besoin de naviguer quelque part. Il n'a pas besoin de gouvernail de quille ou de voile. Il doit simplement ne pas chavirer et ne pas se briser. Un coracle rond est impossible à renverser. Le texte babylonien s'est révélé techniquement plus compétent, réaliste et fondé que tous les récits littéraires ultérieurs. Mais l'IA a également révélé la raison du déluge décrite dans ces tablettes. Et elle est terriblement cynique et moderne. Les dieux ont décidé de détruire l'humanité non pas à cause des péchés, non pas à cause de la décadence morale ou de la débauche, mais parce que les gens étaient devenus trop bruyants. Le bruit de l'humanité était devenu insupportable. Il les empêchait de dormir. Ils étaient devenus trop nombreux. Cette découverte change notre perception de l'ancienne théologie. Les dieux n'étaient pas des juges justes, ils étaient des voisins irrités d'en haut qui ont décidé de tuer les cafards parce qu'ils les dérangeaient après le déjeuner. C'est un univers froid et indifférent où la vie humaine ne signifie rien et où la survie dépend de l'ingéniosité technologique. L'intelligence artificielle nous a permis de plonger non seulement dans les temples et les palais, mais aussi dans les portefeuilles des anciens oligarques. Et ce que nous y avons vu rappelle les pires pratiques prédateurs du capitalisme sauvage moderne. L'IA a traité un énorme ensemble de tablettes provenant des archives de la famille Murachou. C'était une puissante banque et maison de commerce opérant à Nippur au VIe siècle avant notre ère à l'époque de la domination perse. Auparavant, les historiens pensaient qu'il s'agissait simplement de marchands de grains prospères. Mais l'algorithme, en mettant en correspondance des milliers de contrats disparates de reconnaissance de dettes et de poursuites judiciaires, a révélé un schéma de servitude mondiale. Les textes restaurés montrent comment la famille Murachou créait une pénurie artificielle d'eau en conspirant avec des fonctionnaires et en coupant les canaux d'irrigation avant une sécheresse afin de forcer des fermiers désespérés à emprunter à des taux usuraires allant jusqu'à 200% par an. Nous voyons des contrats où les gens mettent en gage non seulement leur maison, leur jardin et leurs terres, mais aussi leurs futurs enfants. Si je ne rembourse pas la dette à la récolte, tu peux prendre ma fille comme concubine ou mon fils comme esclave. L'IA a révélé tout un réseau de collecteurs, des mercenaires armés qui travaillaient pour la banque et récupéraient les dettes par la force en brûlant les villages des débiteurs et en prenant des otages. Ce n'est pas l'Antiquité romantique avec des dirigeants sages. C'est une machine corporative cruelle, cynique, broyant des destins humains pour des profits exorbitants. Nous avons vu la naissance de l'esclavage financier dans des détails qui donnent la nausée.
La famille Emurachu était à la fois les Lehman Brothers et la mafia du monde ancien. Une autre percée incroyable a eu lieu dans le domaine de l'histoire de la médecine. Les Babyloniens étaient réputés pour leur manuel diagnostique, le plus célèbre étant le Sakiku. Mais auparavant, nous ne pouvions pas traduire de nombreux termes, les considérant comme des incantations magiques ou des descriptions de démons. En corrélant les complexes de symptômes décrits dans des milliers de tablettes médicales avec la base de données internationale moderne des maladies, la CIM, une découverte a été faite. Les Babyloniens ont été les premiers dans l'histoire des milliers d'années avant la psychiatrie moderne à décrire et diagnostiquer le PTSD, le trouble de stress post-traumatique. Dans les textes, il est poétiquement et sinistrement appelé « et la main du fantôme qui hante l'homme ». Auparavant, cela a été traduit littéralement comme « possession par un esprit maléfique ». Mais l'IA a rassemblé une description clinique complète. Il voit des batailles dans ses rêves. Il crie la nuit et se couvre de sueur froide. Ses mains tremblent lorsqu'il entend un bruit fort ou un coup. Il oublie les noms de ses proches, mais se souvient des visages des ennemis tués dans les moindres détails. Il ne peut trouver le repos. Il tourne en rond. C'est une description clinique précise d'un soldat de retour de la guerre souffrant du syndrome du vétéran. Les médecins babyloniens ne pouvaient pas traiter cela avec des antidépresseurs, mais ils comprenaient que c'était une maladie de l'esprit causée par un traumatisme et non simplement un mauvais comportement, de la lâcheté ou une malédiction. Ils ont également restauré des recettes indiquant l'utilisation d'opiacés de cannabis et de plantes psychotropes de la famille des Solanaceae, belladone mandragore, pour soulager la douleur lors des opérations et les souffrances mentales. Dans l'un des textes, une opération de cataracte, le blanc, est décrite en détail, étape par étape, avec un couteau en bronze. La fixation de l'œil, l'incision, l'extraction du cristallin trouble et les soins post-opératoires sont décrits. Le niveau de connaissance anatomique et de courage chirurgical révélé par la machine de Vance, la médecine européenne de 2000 ans. Il savait des choses sur le corps humain que nous avons redécouvertes seulement au XIXe siècle. Mais peut-être la découverte la plus intrigante, presque détective, concerne la langue et les relations de genre. Les linguistes savaient depuis longtemps qu'il existait dans la langue sumérienne un dialecte particulier, l'émésal, qui se traduit par langue fine, langue élégante ou langue des femmes. On pensait traditionnellement qu'il s'agissait simplement d'une forme poétique élevée, un style littéraire utilisé par les prêtres pour enregistrer des hymnes aux déesses. En analysant le contexte d'utilisation de ce dialecte dans des milliers de tablettes domestiques non religieuses, une conclusion a été tirée qui a bouleversé la linguistique. Ce n'était pas simplement un style poétique, c'était un sociolecte de genre, une langue secrète des femmes. L'IA a découvert que cette langue était utilisée dans la correspondance personnelle entre femmes, des reines et des prêtresses aux épouses de marchands, pour discuter de sujets qui étaient tabous dans la société masculine officielle. Elle discutait du contrôle des naissances de recettes pour des contraceptifs et des herbes abortives. Elle parlait de maladies féminines. Elle discutait de stratégies de survie dans un monde où elles n'avaient légalement aucun droit. Elle parlait des défauts de leur mari, de leur vie sexuelle, et tissait des intrigues politiques complexes tout en restant dans l'ombre. Les mésales étaient un code de cryptage au sein de la langue. Les scribes masculins l'enregistraient sous dictée mais ne comprenaient peut-être pas toutes les nuances, les métaphores, le jargon et les sous-entendus que les femmes y mettaient. L'IA, libérée des préjugés de genre de l'époque victorienne lorsque l'assyriologie était en train de naître, a pu voir ces schémas cachés. Les femmes de Babylone n'étaient pas des ombres silencieuses derrière les rideaux des harems. Elles avaient leur propre réseau, leur propre voix et leur propre langue cachée à la vue de tous, un monde parallèle de communication. Parmi les épopées grandioses sur des héros et les rapports bancaires, l'IA a trouvé un petit morceau d'argile insignifiant brisé en 5 parties. Lorsque l'algorithme les a assemblées et traduites, il a produit un texte qui a fait pleurer les scientifiques. Ce n'est pas une métaphore. C'est une lettre d'un étudiant, un adolescent nommé Idin Sin que ses parents ont envoyé étudier dans une prestigieuse école de scribes dans une autre ville. Il écrit à sa mère Zinou. Dans ce texte, il n'y a ni gramme de pathos, ni histoire, ni grande réalisation. Juste une rancœur enfantine de la solitude et de la faim. Pourquoi ne m'écris-tu pas demande-t-il à travers 3000 ans. D'autres garçons reçoivent de tout soin de nouveaux vêtements, de la laine et de la nourriture de chez eux. Je porte des haillons, on se moque de moi.
Le maître me frappe parce que mes tablettes sont mauvaises et elles sont mauvaises parce que mes mains tremblent de faim. Je t'implore, envoie-moi de la laine et de l'huile. Ne m'as-tu vraiment pas oublié, je suis ton fils. L'IA a pu dater cette lettre par la couche dans laquelle elle a été trouvée. Elle a été écrite peu avant que la ville où se trouvait l'école ne soit conquise et détruite par l'invasion de nomades. Nous ne savons pas, a-t-on reçu comme réponse, si le garçon a eu une réponse. Nous ne savons pas s'il a survécu. Très probablement non. Ce morceau d'argile est le cri d'un enfant figé dans le temps qui voulait simplement manger, s'habiller et être aimé. L'intelligence artificielle a extrait cette voix fragile du néant, nous rappelant que l'histoire n'est pas le mouvement d'armées et de rois, mais la souffrance de petits individus spécifiques dont les vies sont broyées par les meules des époques. Au British Museum se trouve la célèbre carte du monde babylonienne, une tablette d'argile unique représentant l'Oakumène connu. Elle était partiellement endommagée. Des morceaux de texte étaient manquants, et le sens était flou. L'IA a aidé à restaurer les fragments manquants de la description des terres au-delà de la rivière amère, l'océan qui entoure le monde habité. Ce qui a été découvert est époustouflant. Les Babyloniens savaient plus que nous le pensions et en même temps moins. Dans les fragments restaurés des terres où le soleil ne se cache pas, sont décrites. Peut-être savaient-ils pour le jour polaire ou avaient-ils entendu des récits de voyageurs sur le nord. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est comment ils percevaient leur place dans l'univers. Babylone au centre et autour, le chaos. La carte n'était pas un outil de navigation, c'était une encre psychologique. Nous sommes ici au centre de l'ordre et là-bas, au-delà du cercle, l'obscurité et les monstres. L'IA a montré que les textes au dos de la carte contiennent des références à des créatures mythologiques qui devaient habiter ces terres lointaines, mêlant géographie réelle et mythe. C'était une carte des peurs et non des territoires. C'était un moyen de structurer un monde infini et dangereux. Le travail de l'algorithme du fragment et du projet littérature babylonienne électronique n'en était qu'à ses débuts. À ce jour, seulement quelques pourcents du volume total des stocks mondiaux de cunéiformes conservés dans les musées ont été traités. Mais il est déjà clair que nous devrons réécrire les manuels d'histoire. Nous avons appris que la médecine ancienne était scientifique, fondée sur l'observation et non seulement magique. Nous avons appris que l'économie était prédatrice mondiale et complexe. Nous avons appris que les femmes avaient leur propre langue secrète et leur influence. Nous avons appris que les gens savaient, pour la fin du monde, la prédisaient et l'attendaient avec une inévitabilité mathématique. L'intelligence artificielle ne lit pas simplement les tablettes. Elle ressuscite une civilisation morte. Elle construit un pont entre l'esprit silicium de la modernité et la mémoire d'argile de l'Antiquité. En se tenant devant les vitrines du musée en regardant ces textes restaurés, il est impossible de se débarrasser d'une pensée troublante. Les Babyloniens écrivaient sur de l'argile. L'argile cuite est pratiquement un matériau éternel. Elle ne pourrit pas, ne rouille pas, n'a pas peur de l'humidité. Elle a survécu au feu des incendies, à l'eau des inondations et à des milliers d'années d'oubli dans la terre humide. Dans 3, 4, 5 000 ans, nous avons pu lire leurs pensées, leurs peurs, leurs listes de courses, leurs déclarations d'amour. Et sur quoi écrivons-nous ? Nous, nos connaissances, nos photos, nos lettres, nos découvertes scientifiques, tout cela est stocké dans le cloud sur des serveurs, sur des disques magnétiques qui se démagnétiseront dans 50, 100 ans, sur du plastique qui se désintégrera. Notre civilisation écrit sur l'eau. Si demain notre monde s'effondre comme Babylone, si l'électricité est coupée, si les serveurs brûlent, restera-t-il quelque chose de nous que le futur intelligence artificielle pourra lire dans 3000 ans ? Ou deviendrons-nous des âges sombres dont il ne restera aucune trace à part une couche de déchets plastiques radioactifs, les scribes babyloniens traçant des coins sur la douce argile sous le soleil brûlant de Mésopotamie se sont révélés plus prévoyants que nous. Ils nous ont envoyé un message dans une bouteille à travers l'océan du temps. Et nous ne venons que maintenant, grâce à la technologie la plus avancée, de retirer le bouchon. Que veulent-ils encore nous raconter et quels secrets se cachent dans les 90% restants des tablettes ? Y a-t-il des enregistrements sur l'origine de l'humanité que nous avons oubliés, sur des contacts avec d'autres civilisations, sur des technologies que nous avons perdues? L'intelligence artificielle continue de travailler. Chaque seconde pendant que vous dormez, elle assemble de nouveaux morceaux du puzzle. Et chaque nouveau mot peut devenir une sensation. L'histoire n'est plus écrite dans la tête. Dans la pierre, elle est déchiffrée dans le code. Que pensez-vous de cela ?
Voudriez-vous connaître votre destin comme le faisaient les Babyloniens, ou est-il mieux de rester dans l'ignorance? Écrivez vos pensées dans les commentaires et abonnez-vous à la chaîne car la prochaine découverte que fera la machine dans le sous-sol du musée pourrait changer tout ce que vous savez sur le passé. Un immense merci à tous ceux qui ont regardé cet épisode jusqu'à la fin. Votre soutien, vos likes et vos abonnements sont très importants pour nous. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour rester toujours informé des dernières nouvelles et ne pas manquer nos nouvelles vidéos.